Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette cyberconférence. Ce webinaire portera essentiellement sur la quantification de la longueur d'avance des hackers. Je m'appelle Pierre Nkoa, je suis ingénieur avant-vente chez Tenable depuis 4 ans. Donc, on va aborder des thématiques qui sont d'actualité, qui couvrent essentiellement la cybersécurité et naturellement l'impact que les hackers ont sur nos systèmes d'exploitation, sur nos systèmes informatiques et la longueur d'avance qui leur est conférée par différentes techniques. Alors là, on est vraiment dans une course à la remédiation. Donc les professionnels de la sécurité sont engagés dans une course aux armes continues avec les hackers et les acteurs de menaces, plusieurs types de menaces. En ce qui concerne les vulnérabilités, cette course aux armes se joue entre l'accès des hackers aux exploits et à la capacité des professionnels à les évaluer, à les corriger et à les atténuer. Donc les hackers gagnent en conservant l'avantage s'ils peuvent garder au moins une longueur d'avance sur les professionnels, ce qui crée une fenêtre d'exposition. Et la course est interminable et recommence à chaque fois qu'une nouvelle vulnérabilité est découverte. La ligne d'arrivée continue de se déplacer et les hackers imposent donc la cadence. Et si on regarde en premier le mouvement du hacker, donc les hackers, ils ont une façon de procéder. Donc on va parcourir les différentes étapes de cette course en commençant par voilà, la vue sur un point de vue des hackers. Donc là, on voit clairement le premier mouvement. Donc lorsqu'une vulnérabilité est révélée, pour la première fois, le hacker doit d'abord l'apprivoiser en obtenant un exploit. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc à partir du moment où un exploit est disponible pour une vulnérabilité, il passe d'un risque hypothétique à un risque potentiel. Ça, c'est vraiment inhérent au fait que voilà, les exploits, dès qu'ils sont sur le marché ou dans la nature, ils deviennent potentiellement l'apanage des hackers. Le second mouvement des hackers, également, c'est une fois qu'un exploit est identifié, une fois armé d'un exploit, le hacker peut donc à ce moment-là identifier la vulnérabilité. Donc les cibles sont généralement identifiées à l'aide de scans de port, de scans de vulnérabilité ou d'outils aux signes tels que Shodan. Donc l'identification des cibles côté client est souvent plus opportuniste, reposant sur le phishing ou l'exploitation de passage, c'est-à-dire drive-by vulnerability pour attaquer de manière opportuniste et de manière non ciblée des environnements donnés. Donc, après ce deuxième mouvement, le dernier mouvement des hackers, il consiste essentiellement à exploiter cette faille. Donc là, le hacker peut à ce moment-là exploiter une faille une fois que cette cible a été identifiée. Et à ce moment-là, ça devient effectivement la course pour la remédiation. Et là, on passe la balle, du moins, le camp passe, le camp change, ou la balle change de camp. Et à ce moment-là, c'est la défense qui devient plutôt sur la défensive et doit trouver des solutions. Et pour cela, le premier mouvement de la défense, hein, c'est souvent de mener une évaluation de vulnérabilité pour voir s'il y a des assets vulnérables. Donc ça, c'est le scan classique. L'évaluation des vulnérabilités nécessite donc que les assets potentiellement affectés soient analysés, soit à distance, soit sous le réseau, soit à l'aide d'un agent installé localement, soit via une détection passive sous le réseau. Donc plus important encore, la méthode d'évaluation choisie doit avoir le bon niveau d'accès et de visibilité pour déterminer de manière fiable l'existence de logiciels vulnérables. Donc là, on parle justement de la différence qui existe entre un scan non identifié et un scan identifié, sachant que le scan non identifié ne couvre pas tous les aspects potentiellement vulnérables, notamment sur la couche applicative. Ensuite, une fois que ce scan est fait, on passe par un deuxième mouvement de la défense, et ce deuxième mouvement consiste essentiellement à la priorisation, donc qui va être basé sur le niveau de criticité des vulnérabilités. Donc cette criticité, elle est basée sur l'industrie, donc le segment d'industrie du client, l'exposition des assets et le contexte de la menace réelle de la façon dont la vulnérabilité qui est ciblée par les acteurs a été identifiée. Donc là, le deuxième mouvement des hackers consiste essentiellement à faire de la priorisation pour savoir justement quel est le contexte et quel est le potentiel impact de la vulnérabilité sur l'ensemble de la DSI. Le troisième mouvement de la défense, quant à lui, c'est un mouvement de remédiation. Donc, la remédiation est rarement, voire jamais affectée
par les équipes de sécurité, dans ce sens que la remédiation n'est pas souvent du recours des équipes de sécurité, mais plutôt du ressort de l'IT, qui naturellement, on le sait tous, les équipes d'IT ont tendance à avoir des priorités qui sont les leurs, donc qui ne sont pas forcément en phase et en aliment avec les priorités de sécurité de l'entreprise, telles que pourrait l'avoir un RSSI. Donc, pour éliminer complètement le risque de vulnérabilité, elle doit être corrigée ou atténuée, d'où la remédiation. Maintenant, voyons un tout petit peu de plus près une course qui est assez particulière. Donc, c'est une course avec une différence. Quand nous mettons tout cela ensemble, nous pouvons voir les mouvements que la défense d'un côté et les hackers doivent opérer pour gagner la course. Il est important de noter que la course n'est pas terminée tant que les deux parties n'ont pas complété les 3 mouvements. D'accord ? Donc, nous avons choisi de mesurer le premier pas dans le processus de développement des indicateurs exploitables dans notre plateforme Lumine Exposure, qui est une nouvelle plateforme que nous allons vous présenter dans les prochaines semaines, et dont certains ont déjà eu la primeur. Donc, en réalité, ici, il est question d'avoir une autre considération qui consiste à avoir une vulnérabilité exploitée pour la première fois dans une violation réelle qui potentiellement n'a pas vraiment un impact, à moins qu'une analyse approfondie qui prenne en compte le contexte de cette vulnérabilité, sa criticité et naturellement l'impact potentiel sur le business pour pouvoir la décrire comme étant un réel risque, plutôt que de se limiter à justement un niveau de criticité d'une vulnérabilité et prendre en compte son contexte et son impact potentiel sur le business. C'est ça un peu la valeur ajoutée justement que Lumine apportera pour éclairer les équipes de sécurité. Si on passe un peu plus de près, l'analyse qui a été faite entre les exploits publics et ceux qui ont été réellement exploités au courant de l'année dernière, on peut regarder par exemple sur ce slide que nous avions 12 578 vulnérabilités qui ont été ajoutées au NVD en 2017 contre 9 279 en 2016, soit une augmentation de 35%. D'accord ? Et ces vulnérabilités sont en référence officielle, donc sur la base du Risk-Based Security qui indique que 20 832 vulnérabilités ont été divulguées ou publiées au total en 2017. Lorsque ces chiffres sont pris en compte, donc les 3500 ou 27% des vulnérabilités divulguées en 2017 ont été classées avec une criticité élevée ou critique, et que 1334 de ces vulnérabilités, les exploits publics étaient disponibles pour ces 1334 vulnérabilités, ou un peu plus de 10% de ce chiffre. Donc, lorsque tous ces chiffres sont pris en compte, on constate qu'il y a 31,5% des vulnérabilités en 2017 qui ont eu un exploit correspondant. 48,5% d'entre ces vulnérabilités peuvent être exploitées à distance et 24% de ces vulnérabilités n'ont pas de solution connue. Donc, on rentre vraiment dans le réel qui montre qu'on est tous exposés. Donc, il est important justement de comprendre la course qui est opérée entre les hackers et la défense. Et en moyenne, on a 9 à 10 vulnérabilités critiques ou élevées qui ont été publiées tous les jours depuis le début de l'année 2017. Donc là, on est dans des chiffres réellement pertinents et réellement clés qui permettent de comprendre que le risque, ce n'est pas seulement un risque sur la base des CVE ou du volume des CVE, mais également sur l'impact potentiel et le contexte associé à ces CVE. Dans la méthodologie de quantification utilisée, nous allons la passer en revue. Donc là, on va rentrer sur des formules et des algorithmes qui ont été développés par notre équipe de recherche. Donc pour comparer les deux mesures, donc là, on a une mesure TTA, qui est le temps moyen, le temps médian pour évaluer, et la mesure TTE, qui est le temps médian pour exploiter la vulnérabilité.
qui aboutira à un delta positif ou négatif en jours. Donc, un delta positif signifie que la défense a évalué s'ils sont vulnérables plus vite qu'un exploit était disponible. Donc, un delta négatif, quant à lui, montre que le hacker a un avantage du premier mouvement et qu'il existe un exploit public avant même d'avoir évalué s'il est vulnérable. En passant cela en revue, nous constatons qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'issue de la course. Donc, qui gagne la course en réalité? Les hackers sont en avance clairement. Parce que dans l'ensemble des échantillons de données, les hackers disposent d'une fenêtre de tir médiane de 7 jours pour exploiter les vulnérabilités avant même que la défense ait le temps de les découvrir. Et c'est un triste constat, mais qui reste toutefois une réalité. Donc, on constate justement grâce à cette étude et à cette recherche qui a été faite que le temps médian pour exploiter la vulnérabilité est en moyenne de 5 jours, mais le temps moyen, d'accord, pour évaluer la présence de ces vulnérabilités est en moyenne de 12 jours. Donc, on a un décalage d'à peu près 7 jours de battement, qui est une fenêtre de tir très très large pour que les hackers aient le temps de compromettre un environnement informatique. Ce qui est remarquable, c'est la grande majorité des vulnérabilités qui sont regroupées dans ce diagramme. Donc, on peut le voir là, vous voyez, toutes les vulnérabilités sont regroupées dans ce diagramme. Et les valeurs aberrantes faussent n'importe quelle moyenne en cachant que la majorité des 76% des vulnérabilités, le delta était négatif, signifiant que le hacker a l'avantage du premier mouvement. Et nous allons le voir également dans une analyse détaillée qui montre clairement que 34% d'exploits étaient disponibles le jour même de la publication de la vulnérabilité et que 24% étaient activement exploités par des ransomware ou des kits d'exploitation de vulnérabilité. D'accord? Et sur ces 24%, il n'y en avait que 14% de ces vulnérabilités qui ont réellement été médiatisées, donc qui sont connues du grand public. Et là, ça en découle naturellement qu'on a des deltas médians exploités par malware de 6 et des médians delta publiés dans les médias de 12. Donc en réalité, on a un grand décalage qui montre que clairement, les environnements informatiques et la défense a un pas en arrière par rapport à, justement aux hackers qui, eux, ont une longueur d'avance clairement définie du fait qu'il y ait ce décalage entre les exploits publiés, la moyenne, le pourcentage des exploits activement exploités par des ransomware, et vraiment, on n'en a que 14% qui sont publiquement médiatisés, ce qui crée vraiment un delta important quand on fait une analyse approfondie des tendances. Donc, si on regarde de plus près quelques deltas qui sont remarquables, on a, voilà, sur ce slide, on a des indicateurs et des CVE qui sont connus de tous, du fait que soit elles ont été hautement visibles, soit elles ont eu un fort impact dans certaines organisations. Si on commençait par la CVE 2017 74 94, qui porte le nom de Samba Remote Code Execution Vulnerability. Elle est remarquable, pourquoi? Parce qu'elle a été hautement visible et inclue dans les malwares tels que Samba Cry ou Eternal Raid. Donc, on a ici des métriques et des indicateurs qui sont assez intéressants, notamment le temps moyen d'analyse qui est de 9, donc 9 jours en moyenne, tandis que le temps moyen d'évaluation de la présence de cette vulnérabilité est de 0. Donc, il n'a pas été détecté. Il y a 9 jours qui se découlent entre quand cette vulnérabilité est présente et quand elle est détectée. Donc, 10 jours on sait ou 9 jours on le sait, c'est énorme. La seconde vulnérabilité, c'est la CVE 2017-8759, qui est Microsoft Windows.net, donc le Framework Remote Code Execution Vulnerability. Également, elle est remarquable parce qu'elle a été hautement visible et inclue dans les malwares utilisés par des groupes APT et par des États pour déployer des outils de surveillance tels que FinSpy. Et là, on est dans des indicateurs beaucoup moins alarmants peut-être que le premier, dans une moindre mesure, quand le temps moyen
de disponibilité de cette vulnérabilité est de 7 jours. Donc, la publication de la vulnérabilité a été faite 7 jours et que le temps moyen de détection et d'évaluation de ces vulnérabilités d'un jour. Donc, on a un delta de 6 jours donc, entre la publication de la vulnérabilité et l'assessment, donc l'évaluation de cette vulnérabilité qui est de pratiquement une semaine. Une semaine, on le sait, ça reste toujours assez important et c'est un indicateur suffisamment important pour créer suffisamment de dégâts. Donc, c'est important d'avoir cet aperçu. Et si on voit la toute dernière vulnérabilité qui est la CVE 2017-5638, donc Apache Trust Remote Execution, qui en fait est remarquable également parce qu'elle a été également hautement visible, qui est la cause fondamentale, comme vous le savez, de WannaCry. Et là, on est dans un delta mendiant en termes d'assessment de 4 jours et un delta mendiant d'évaluation d'un jour. Donc, on a un delta de 3 jours. Donc, beaucoup moins alarmant que les précédentes. Mais toutefois, on remarque quand même une différence assez importante. Et si on revient sur la CVE 2017-74-97, qui est la vulnérabilité liée à WannaCry, qui a affecté les systèmes Samba, elle a été ciblée par le ransomware que vous connaissez, qui est StorageCrypt. Et la CVE 2017-58-50, pardon, la CVE 2017-56-38, montrée ici par une référence, n'était pas présente dans les 50 vulnérabilités les plus répandues, mais était bien présente dans la plupart et la grande majorité des ensembles de données de l'échantillon que nous avons analysé, que vous pouvez consulter également en annexe. Quel est donc l'impact des données sur l'ensemble de cette analyse? Donc, lorsque nous regardons les mêmes indicateurs à travers un ensemble de données plus large et moins restreint, alors que les mesures individuelles ont changé, la conclusion générale reste la même. Le délai médian d'évaluation a seulement changé d'1 jour, mais le délai d'utilisation des ressources est pire. Donc, reste inchangé. Les acteurs de la menace semblent en quelque sorte hiérarchiser les vulnérabilités prédominantes pour développer justement des exploits. Parce que chaque vulnérabilité n'aura pas forcément le même impact, la même exploitabilité. Donc, les hackers priorisent selon les vulnérabilités qui sont les plus prédominantes, celles qui font l'actualité, justement, qui ont le plus d'impact. Donc, nous avons également, cela est clairement chiffré dans ce slide. Donc, nous voyons en 2017 les vulnérabilités exploitables. Donc, le temps moyen d'évaluation était de 7 jours, tandis que voilà, la disponibilité de l'exploit sur ces vulnérabilités est de 11 jours, donc à peu près 12 jours, ce qui crée un delta de 4 jours justement pour les hackers pour qu'ils puissent compromettre de manière réelle les environnements. Et le delta est chiffré ici pour les 50 vulnérabilités les plus fréquentes. On voit qu'il y a un delta beaucoup plus important qui est de 7 jours. Donc, à moyenne, sur le 2017, on avait un décalage de 7 jours entre le temps d'exploitabilité d'une vulnérabilité et son temps de remédiation. Donc, en conclusion, nous voyons que les hackers ont clairement une longueur d'avance. Donc, ils ont une fenêtre de tir de 7 jours pour exploiter les vulnérabilités. D'accord ? La course des hackers dans le premier virage, avant que la défense ait le temps de quitter les starting blocks, ça, c'est ça le principal problème, c'est que les vulnérabilités, de manière naturelle et inhérente à la sécurité, sont découvertes surtout et souvent par les hackers. Donc, lorsque la défense profite de cet avantage à cause de la disponibilité tardive d'un exploit, la défense agit à ce moment-là comme si elle courait un tout petit peu en solo, donc sans considération justement du temps écoulé, donc du temps qui passe entre la disponibilité de la vulnérabilité et sa remédiation. Donc, la défense ne gagne pas l'avantage du premier mouvement sur la base de leurs propres actions. C'est toujours en résultat, ou du moins après, que les hackers aient exposé justement la vulnérabilité en question. Donc, comment améliorer le temps d'évaluation? Ce slide, en réalité, nous montre que de nombreuses organisations exécutent encore leur programme d'opération sur des cycles fixes. Donc, par exemple, toutes les 6 semaines, tous les 2 mois,
ce qui est inadéquat dans l'environnement informatique dynamique d'aujourd'hui. Donc la latence est donc intégrée directement dans le process de cybersécurité, ce qui donne l'avantage aux hackers dès le départ et crée un déficit d'information. Okay. Et ce slide l'illustre très bien. Donc dans ce slide, on voit que l'amélioration de 60% du temps d'analyse n'entraîne qu'un delta positif pour 50% des vulnérabilités analysées et que l'amélioration de 75% du temps d'analyse et du temps total de détection se traduit par un delta positif de 66% des vulnérabilités analysées. Donc 25% des organisations effectuent des évaluations de vulnérabilité avec une fréquence de 2 jours ou moins. Ceci est un objectif réalisable et permettra de réduire l'avance de l'attaquant pour la plupart des vulnérabilités, mais laisse toujours un delta négatif et un écart d'exposition pour certaines vulnérabilités. Donc, en résumé, comme on l'a dit, il est important d'augmenter la fréquence de tests, d'accord, pour réduire justement le